Et bonjour, bonsoir à tous. Je refais l'intro parce que la dernière fois c'était bien de la merde, donc Motus, M-O-T-U-S, Motus. voilà. Alors, toujours sur le concours des 10 ans, nous en étions la dernière fois à la proposition de concours de Timothom et d'Aloued. Je me suis rendu compte que malheureusement ma technique qui consistait à les lire dans l'ordre croissant des notes était complètement stupide, évidemment. On aurait pu s'en douter. Et donc, on va les lire dans l'ordre alphabétique, en sautant évidemment ceux qu'on a déjà lus, ainsi que ma propre proposition, enfin notre propre proposition pour le moment, puisque c'est une collaboration avec Alwonder, évidemment. Donc, c'est parti, et nous allons aller sur... A few moments later. On enchaîne tout de suite avec... enfin, tout de suite, le temps que je monte la précédente. Avec le rapport de Dr. Johannes, SCP-500-FR, une allégorie imparfaite. C'est pas du tout à quoi m'attendre avec un titre comme ça. On a une jolie image, avec une mosaïque sur les yeux d'une statue. Objet numéro SCP-500-FR, niveau de menace vert, classe sûre. Bon bah, on est sur un truc, on est sur une anomalie pas très arrangeante. SCP-500-FR doit être stocké dans une cellule de confinement standard climatisée dont l'humidité doit rester inférieure à 10% en toutes circonstances. J'avoue que j'utilise plutôt le taux d'humidité, mais ça se dit très bien comme ça aussi. Les débris et la poussière naturellement produits par SCP-500-FR alpha doivent être retirés de la cellule une fois par mois par le personnel d'entretien. Une surveillance minimale de l'activité générée ou non par SCP-500-FR oméga doit être effectuée au moyen d'une caméra s'allumant automatiquement au moyen d'un détecteur de mouvement standard. Petite répétition de au moyen. Un petit peu... c'est pas bien grave. Description SCP-500-FR est la désignation collective de deux objets indissociables, alpha et oméga. SCP-500-FR alpha est un automate d'environ 4 mètres de haut, de facture artisanale composite consistant en l'assemblage de plus de 500 objets hétéroclites. SCP-500-FR alpha représente une créature chimérique, polycéphale et possédant, du coup a priori un torse, contenant plusieurs organes. 3 têtes, 3 bras et 3 galets, et 3 jambes, voilà, j'ai sauté une ligne, tous articulés et mobiles. A priori, du coup, c'est la troisième tête de SCP-500-FR alpha. La première tête ressemble au sommet d'un phare avec un parement de galets et porte une couronne dorée autour du cou. La seconde tête ressemble à deux poissons collés formant un visage surmonté d'ailes de rapace. La troisième tête est humanoïde, surmontée d'une étoile à 6 branches, et le bras relié à cette tête tient un trident de façon permanente. On voit pas l'étoile ici. Il a été théorisé que ces têtes étaient conçues comme autant de représentations des blasons des trois villes à l'origine de la confluence spatio-mimétique de l'enclave paranormale autoconfinée de 3 Portlands. Ok. Ok, intéressant. Alors, est-ce que je vais avoir les références Portland. Alors, il y a Portland dans l'Oregon. Il y a Portland dans le Maine. Ah, mais en fait, je pense que si je tape 3 Portlands, il y a eu 2 les 3 Portlands. Il y a Portland dans le Maine, Portland dans l'Oregon et l'île de Portland au Royaume-Uni. Ok, donc, est-ce que je vais arriver à avoir les références? Un phare avec un parement de galets et une couronne portée autour du cou. Donc là, on a le phare. Portland phare. Ok, donc ça c'est le Royaume-Uni, le phare. Ça c'est le Royaume-Uni, le phare. Deux poissons collés formant un visage surmonté d'ailes de rapace. Ça, je pense que c'est Portland dans l'Oregon. Portland, Oregon. Symbole.
Je sais pas si c'est vraiment ça le symbole de Portland dans l'Oregon, mais la tête de rapace me fait dire ça. Portland dans le Maine. Mais ils ont pas des blasons de ville aux États-Unis? Ah si. Ok, donc là on a la couronne. Diocèse de Portland. Putain, il est horrible ce logo. Et Portland, Oregon. Portland, alors d'accord, donc Portland dans l'Oregon, il y a, c'est clairement la troisième tête, humanoïde, le trident, l'étoile à six branches. Et donc je suppose que le Portland du Maine, ça va être ça, il y a la couronne. Je sais pas trop pourquoi un rapace, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En l'état actuel des connaissances, l'ensemble des objets hétéroclites formant SCP-500-FR alpha est supposé provenir en totalité de diverses sources, toutes situées à 3 Portlands. Pour une liste incomplète, veuillez consulter l'inventaire 500FR 046C. Ah, pour une liste complète, je suppose, du coup? C'est bizarre de tenir une liste incomplète. Ces objets comprennent entre autres au moins 12 objets en verre, fragments de vitraux, fenêtres, récipients, etc. Au moins 36 objets en pierre, pavés, galets, morceaux de tissu, sculptures, etc. On a 3x4, 6x6. Alors 64, ça va plus. Ok, il n'y a pas de logique dans les chiffres. Au moins 64 objets en tissu ou en cuir. Tapis et tapisseries, mouchoirs, rideaux, sacs, vêtements, etc. Au moins 105 objets métalliques, outils divers, clous, canalisation, instruments de musique, boîtes, câbles, couverts ou batteries de cuisine, etc. Au moins 143 objets en bois sculpté, dossiers et pieds de chaise, rampes d'escalier, lattes, sculptures, cadres de fenêtres, morceaux de poutre, traverses de chemin de fer, divers objets d'ornement, etc. Plus de 150 objets d'origine organique non transformés, fleurs séchées, branches, crânes divers, os, plumes, fragments d'insectes, etc. Une côte et une rotule ont été confirmées d'origine humaine, ainsi que de nombreux cheveux tressés. Ok. L'ensemble de ces objets se maintient de façon stable et inchangée la silhouette de l'automate chimérique tricéphale précédemment décrit. Ah oui, un peu comme un tableau de... comment il s'appelle? C'est Botticelli qui faisait ça ou pas? Visage, je vais taper visage en légumes et on va voir. Visage en légumes. Hop là, c'est là que on voit que je n'ai vraiment aucune culture. C'est Archimboldo. Putain, je suis con. Botticelli, c'est pas du tout ça. Botticelli, c'est les tableaux de petites femmes nues. C'est genre le printemps et la Vénus, etc. Il aime bien peindre des femmes à poil. Oui, oui, Archimboldo, c'est voilà, on va avoir ces trucs-là, ces trucs-là, ces trucs-là. En tout cas, ça me fait penser à, dans la description à un tableau d'Archimboldo, un petit peu. Sans que ceux-ci soient reliés entre eux par quelque moyen physique que ce soit, colle, vis, charnière, etc. Lorsqu'un des objets de SCP-500-FR alpha est éloigné du reste de l'ensemble, celui-ci s'assemblera à le futur de lui-même à son emplacement initial une fois approché à moins de 20 cm de SCP-500-FRA. Ce phénomène est encore mal compris, mais se manifeste sous la forme d'un magnétisme purement mimétique, excusez-moi j'articule mal, affectant exclusivement les composants d'origine de l'objet. Aucun objet nouveau introduit dans l'assemblage n'a jusqu'ici été affecté. SCP-500-FR alpha est animé par la présence d'un plieur de réalité incorporelle mineur confiné à l'intérieur de sa structure. Ah bah c'est ça l'origine du fait que ce soit que ça tienne. Cette entité, désignée SCP-500-FR Oméga, est capable de manœuvrer lentement les membres de SCP-500-FR Alpha afin de le déplacer à une vitesse maximale de 3 mètres par heure et d'en actionner les mains afin d'exercer une force de préhension moyenne de 200 newtons. Ce qui correspond à un poids de... Enfin, ce qui correspond à un poids exercé par une masse de 20 kg. Ok. Ok, oui, c'est quand même une force assez élevée pour des mains, oui.
Bien que l'objet possède 3 têtes distinctes, SCP-500-FR Oméga n'est capable d'en manœuvrer qu'une à la fois. SCP-500-FR Oméga est la plupart du temps passif et n'anime que rarement SCP-500-FR Alpha sans y être incité, restant en général adossé à l'un des murs de sa cellule en position assise et recroquevillé. Il est supposé que SCP-500-FR Oméga soit conscient et sapient, mais toute tentative de communication verbale ou écrite s'est soldée par un échec. La Fondation est entrée en possession de SCP-500-FR en 91, suite à une demande directe des laboratoires Prometheus, alors en difficulté financière, souhaitant que l'objet, qui vagabondait lentement en périphérie de plusieurs de leurs entrepôts depuis 2 ans, soit appréhendé et confiné. Ok. Note de l'équipe de recherche, démobilisation de l'équipe de recherche. L'inventaire de machin a dû être interrompu à près de 90% de complétude suite à l'arrêt des recherches portant sur l'objet. Aucun des objets analysés jusqu'à l'arrêt des recherches ne présentait d'anomalie, et il est probable qu'en dépit de la complexité de sa composition et de sa conception, SCP-500-FR Alpha ne soit qu'une sorte de réceptacle non anormal contenant SCP-500-FR Oméga, qui serait alors la seule source du magnétisme mémétique maintenant les objets en place. Mémétique ? Qu'est-ce qu'il a de mémétique ? Bon, je vais lire la suite, ce sera peut-être indiqué. En tout cas, c'est marrant parce que du coup, en fait, c'est une sorte de Megazorg, comment ça s'appelle, de mecha. T'as un tout petit plieur à l'intérieur d'un mecha qui le déplace. La théorie dominante concernant SCP-500-FR Oméga est qu'il s'agisse d'une entité non corporelle ne pouvant plier la réalité, j'aime bien quand il y a de majuscules la réalité, qu'à un degré si infime qu'elle en devient quasiment imperceptible. Par conséquent, l'entité est trop faible pour manœuvrer efficacement une structure aussi lourde et complexe que SCP-500-FR Alpha, et chaque mouvement lui demande une telle consommation d'énergie que SCP-500-FR Oméga préfère rester prostré dans sa cellule de confinement. Le comportement de l'entité continue de faire l'objet d'une surveillance de routine, mais en raison de son degré de dangerosité proche de 0, il n'a pas été jugé nécessaire de continuer de mobiliser une équipe de recherche uniquement consacrée à SCP-500-FR. Alors il y a un truc qui est écrit nul... Si, un tomate de 4 mètres de haut, 500 objets, ça doit être des tout petits fragments alors. Des tout petits fragments pour... Après tu me diras, en vrai 4 mètres de haut c'est pas mal. Hein. Ouais, ça fait un peu plus de 2 humains. Ok, le truc est grand. Ok. Note de l'équipe de recherche, historique de l'objet. Suite à des recherches plus approfondies sur la conception de 500-FR Alpha, il s'avère que la totalité des objets composant sa structure ont été volés, collectés et assemblés entre 1985 et 89 par la personne d'intérêt PDI 03316, un être humain nommé Elfstan Marley, présumé mort ou porté disparu à 3 Portlands en 89. Ok, rien à voir. Le 33 étant... Enfin, ce genre de valeur, moi j'aime bien regarder si ça peut pas être un truc... Note, je vous l'avais déjà demandé verbalement. Alors est-ce que c'est Francis ? R-A-N-C-I-S. Non, c'est pas Francis. C'est pas le professeur Francis. Mais désormais, je me vois contraint d'être plus ferme. Il n'y a plus d'équipe de recherche, cet objet a depuis longtemps été classé comme sûr, vous gaspillez votre énergie au lieu de vous focaliser sur des tâches prioritaires. Je vous demande de ne plus y consacrer vos heures de travail. Directeur censuré. Suite à des recherches plus approfondies sur la personne à intérêt PDI, il est actuellement théorisé que l'entité 500-FR Oméga soit le Genius Yoki, ou Loki, plieur de réalité de la maison familiale Marley de 3 Portlands, ayant migré à l'intérieur de SCP-500-FR Alpha, expliquant les faibles capacités de déplacement de l'entité. Je sais pas ce que c'est, un Genius Loki. Est-ce que c'est un elfe de maison comme Dobby dans Harry Potter, mais version plieur de réalité ? Je ne sais pas, peut-être que ça fait partie du lore de 3 Portlands, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça m'intrigue un petit peu. Note, Francis, vous êtes convoqué jeudi, directeur L. Note, ce travail de recherche a été effectué sur mon temps libre et n'a pas impacté le fonctionnement normal du service. Je vous invite à consulter mes relevés horaires sur le système interne de gestion du temps. Chercheur F.
Addendum 2010, on est donc on est quelques jours plus tard. Tout est censuré. Avec des tirs au milieu. Note, il s'agit d'un gaspillage manifeste de ressources financières et d'une désobéissance à un ordre direct. Vous êtes le rebut de ce service. J'en réfère en plus haut lieu et ose espérer que votre carrière s'arrête ici. Note, j'ignore si vous couvrez tout ça par souci d'économie de moyens ou pour sauver votre réputation et celle du service, et ça m'est égal. J'ai saisi le comité d'éthique ainsi que le département de censure. Le département de censure et de désinformation, Dr Johannes. Voyons. Le décédé. Je leur ai transmis le document 0331604 et si vous continuez à modifier ce fichier, ils en seront alertés, à bon entendeur. Je trouve que le directeur L... Alors, on se doute qu'il y a eu du coup une réunion, qu'il lui en avait déjà parlé à l'oral et tout. Je trouve qu'il est très vite insultant quand même. Il s'agit d'un gaspillage manifeste de ressources financières et d'une désobéissance à un ordre direct. Point. J'en réfère en plus haut lieu et ose espérer que votre carrière s'achève ici. Point. Vous êtes le rebut de ce service. C'est c'est extrêmement peu professionnel, bon Dieu. Après, je me doute, quand il dit machin, savez, votre réputation est celle du service ou par souci d'économie de moyens, il y a quelque chose qui est caché et peut-être qu'il s'énerve pour dissimuler les choses qu'il y a à cacher, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange. Ça, je suppose que c'est le document 03316-04. Oh putain, mais c'est beaucoup plus long que je croyais. Ok, bon. C'est parti. Je ne sais pas où est passé l'autre cahier. Je soupçonne vaguement Fern de l'avoir caché. Ou brûlé. Ou peut-être que c'est son chien qui l'a mangé. Je l'entends courir dehors, le long de ce qui reste de la rue. Il y avait une maison abandonnée où on allait jouer avec ma sœur, quand on était tout petit, à une rue d'ici. Le jardin était rempli d'herbes folles, et toutes les fenêtres étaient cassées. Il y avait un vieux mirabellier noueux devant, et en été, on se gorgeait de fruits sucrés tombés à terre. Tout avait été emporté, à l'intérieur du bâtiment. Tout avait été emporté, à l'intérieur du bâtiment, à part un immense poêle en fonte, qu'il aurait fallu faire sortir en détruisant un mur, et des rats nichaient un peu partout. On considérait que c'était notre cabane secrète, parce que comme elle touchait la périphérie extérieure, la frontière qui fait disparaître tout ce qui s'éloigne trop du cœur de Trois Portlands, presque personne n'osait y aller. Je fais juste une petite note rapidement. Si je galère un petit peu à lire, c'est que Johannes a choisi une police qui fait très manuscrite, que j'ai déjà utilisée aussi, mais que j'ai finalement décidé de ne pas... Enfin, que j'avais déjà essayé, mais que j'avais décidé de ne pas utiliser. En fait, les caractères sont très hauts par rapport à l'espacement. Et du coup, ça fait hyper tassé et c'est pas forcément facile à lire. Typiquement, ça se résout, petit aparté, hein, ça se résout assez facilement. Il y a un truc qui permet de gérer l'écart qu'il y a entre les lignes dans ta div. C'est typiquement quelque chose, je pense, qui peut faire que c'est un petit peu plus lisible. Et du coup, c'est plus agréable, sans que ça impacte particulièrement. Après, si l'objectif était que ce soit un peu illisible, un peu patte de mouche, c'est très bien réalisé. Nos grands-parents n'aimaient pas nous y voir jouer, mais moins à cause d'un quelconque danger que parce que nous étions des marlets, et que, faillite ou pas, jamais des marlets ne devaient s'abaisser à jouer comme des enfants du bas peuple. Année après année, nous avons regardé la périphérie l'engloutir, pierre après pierre, tuile après tuile. D'assez près, on sentait comme un crépitement statique, et ça me donnait la chair de poule. Et puis un matin, il n'y eut plus de maison du tout. C'était juste 4 murs vides, me disait ma sœur. Les gens étaient partis depuis longtemps, et tous leurs souvenirs aussi. Et la maison avait sûrement été très flattée de nous avoir servi de cabane dans les vieux jours. Tout ce qu'il restait désormais, c'était des souvenirs dans nos têtes, et un jour, ces souvenirs disparaîtraient avec nous, et plus personne ne saurait que cette maison avait existé. J'y repensais le soir chez nous, en essayant de m'endormir dans notre chambre à l'étage, fixant le plafond, tournant d'un côté puis de l'autre, sans parvenir à fermer l'œil. C'était rien du tout, c'était juste une maison. Juste une maison. Un instant, je vous prie. Très bien. J'ai fait une nouvelle expédition en ville,
J'ai encore ressenti des regards désobligeants à cause de mes vieux vêtements. J'en ai trouvé qui appartenaient à mon père, mais ils étaient déjà usés et passés de mode du temps de grand-père. Mes chevilles et mes poignets dépassent comme des racines noueuses. Moi aussi, je voudrais disparaître dans le sol. Dès le début des années 70, faute d'ancrage, la maison de la famille avait d'ores et déjà presque atteint la périphérie extérieure. Les voisins respectables avaient tous déménagé dans le centre-ville, mais nous étions des Marley. Et les Marley mettaient un point d'honneur à conserver leur demeure familiale. Faute d'argent pour payer un golem ancien, ou pour faire transporter le bâtiment pierre par des thaumaturges, mon père consacrait tout son temps libre à la fabrication d'un dispositif capable de déplacer toute la maison en une seule fois. Il y dépensait presque tout ce que rapportaient ses commandes. Mais la honte qui entourait tous les artisans qui vivaient près de la périphérie ne tarda cependant pas à faire son œuvre, et son carnet de commandes se retrouva presque vide. C'était un simple revers de fortune, disait grand-père. Ces labos qui avaient la main mise sur l'économie de la ville, ça ne durerait pas. Les gens se lasseraient vite des technologies anormales modernes, et l'artisanat honnête reprendrait un jour le dessus. On voyait bien qui, des facteurs d'automates et des golems anciens, aurait raison le premier des robots et des écrans. Du fait de mes 8 ans, j'avais dit que peut-être qu'il pourrait acheter une télé pour voir, et mon père m'avait collé une claque retentissante. Tard dans l'après-midi, aujourd'hui, j'ai fini par retrouver l'emplacement de la salle d'enchères qui avait passé commande à mon père d'un automate capable d'arbitrer à lui-même les ventes. C'était sa dernière commande de grande ampleur avant le début de la fin. Comme cet ouvrage était assemblé directement dans la tribune, à cause de la place que prenait le mécanisme d'animation spirituelle, mon père avait passé beaucoup de temps là-bas. Je n'aimais pas la façon dont les gens nous regardaient avec mépris, en s'attardant sur mes cheveux trop longs et emmêlés, en me faisant sentir comme un moins que rien. Pour fuir les regards désobligeants, des fois, avec ma petite sœur, nous grimpions sur le toit de la salle en attendant que notre père nous ramène à la maison. L'ardoise chauffait très fort, en été, et on devait faire attention à ne pas glisser en hiver. Une fois, j'ai dû rattraper Fern in extremis près de la gouttière, parce qu'elle avait vu un merle. Elle tenait absolument à donner un prénom différent à chaque oiseau qu'elle voyait passer. Je lui disais que c'était sans doute plusieurs fois les mêmes qui revenaient, et qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier, et elle riait. Je suis remonté sur le toit une dernière fois pour en détacher une tuile d'ardoise. On ressent beaucoup de mélancolie dans ses écrits, et également, j'aime bien la manière... je connais très peu 3 Portlands, mais cette espèce de... comment dire, de société de classe avec une arbitration par rapport à la taille et cette espèce de truc un peu battle royale de la périphérie qui dévore progressivement tout ce qui s'y trouve. Je trouve ça très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi la fracture qu'il y a entre vieille technologie anormale et nouvelle technologie anormale. Et cette espèce de... en fait de... cet acharnement qu'a le père me ferait penser à la chute de la maison Usher, un petit peu. Ce truc d'une ancienne famille probablement noble, ou en tout cas avec des titres de respectabilité, et beaucoup d'orgueil, qui, plongée dans le passé, en fait ne se rend pas compte qu'elle court à sa propre décadence. Il y a quelque chose de très triste. Ça y est, les plans sont enfin terminés. J'ai tout accroché au mur de l'ancien atelier. C'est le point le plus éloigné de la frontière périphérique, de toute façon, donc cela va de soi. Je ne suis jamais allé à l'université. Je ne comprendrai jamais rien, ni à la magie traditionnelle, ni à la golémancie, ni à la robotique. Je ne saurais jamais construire quoi que ce soit qui déplace la maison en entier, ni même finir ce que mon père avait commencé, car je ne sais pas fabriquer d'automates comme lui. Mais il me disait toujours que j'étais doué pour une chose, une seule, et c'était écouter le langage secret des objets. Ils veulent chacun être posés d'une certaine manière, agencés d'une certaine façon, et ce désir est un liant plus puissant que n'importe quelle substance physique. Parfois, tout petit, j'allais empiler des pierres les unes sur les autres en équilibre sur leurs angles ou aux arêtes, ou aussi haut que je le pouvais, pendant des heures. Je pouvais le faire car je savais qu'elle voulait le faire. C'est très original ça. Ça fait à la fois feng shui et en même temps les gens qui empilent des pierres là, qui font des structures. Empilement de pierres. Voilà, ce genre de sculpture éphémère. Moi ça me fait pas trop penser à ça, ça me fait plutôt penser à ce genre de choses. Championnat du monde d'empilement de pierres d'Europe. Ce genre de truc. C'est sympa parce que ça fait un peu... il y a une connotation un petit peu
un petit peu asiatique. À... Il y a une connotation un petit peu asiatique à la fois aux empilements de pierres et au feng shui qui se cache derrière. Mais ici, on est dans un système qui est très différent. Donc là, on a un dessin de la maison. Un jour, il y a bien longtemps, j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'aider à fabriquer une parfaite petite maquette de notre maison. Il n'a jamais eu le temps, bien entendu. Tout comme il n'a jamais eu le temps de finir le dispositif qui déplacerait toute la maison. Cependant, ce jour-là, il m'avait mis en garde contre l'idée de perfection même. Car si jamais notre foyer possédait un génie du lieu, c'est ça le Genius Loci, et que celui-ci trouvait ma maquette plus à son goût, il se cacherait dedans et le phénomène serait irréversible. Je lui avais alors demandé s'il était possible de construire une chose créant un appel, un désir suffisamment intense pour y enfermer quelque chose de plus puissant. Est-ce qu'on pouvait voler l'âme d'une forêt, d'une ville, d'un peuple ? Ce jour-là aussi, il m'avait collé une claque magistrale. Mais aujourd'hui, il n'est plus là pour le faire. Le daron est un peu... il est pas très pédagogue, quoi. Voyez-vous, certains objets veulent être posés d'une certaine façon. Et d'autres veulent être réunis. Il faut un foyer, ou un ami, ou une main à tenir. Parfois, lorsqu'on ouvre une tombe pour la vider quand une concession a expiré, on découvre un ou deux objets parfaitement intacts. Et tout le monde crie au miracle. En réalité, ils étaient exactement là où ils devaient être, par accident. Et parfois, comme un caillou se sent obligé de tomber à terre, ils ne veulent même pas être là, mais se sentent irrésistiblement obligés d'être quelque part. Je soupçonne que ce soit de l'italique, ça. Exactement comme le génie du lieu de Trois-Portlands. Il est tapis au cœur de la ville comme un Bernard l'ermite dans une coquille, mais au lieu d'en chercher une autre plus adéquate, il repousse toute la ville autour de lui, vers la périphérie, vers le néant. Et si je peux lui construire une coquille, un réceptacle, un avatar, une allégorie parfaite de ce qui fait que Trois-Portlands est Trois-Portlands, qui soit capable... Oh, j'ai compris le titre. Qui soit capable de l'arracher à la ville physique comme une peau morte à des lèvres gercées et de le piéger pour toujours, tout sera terminé. Enfin. Le souci maintenant, ça va être de finir de tout rassembler, niveau matériel. Je ne peux rien fabriquer, car un génie des lieux sent ces choses-là. Non. Il va falloir que je continue d'utiliser des objets existants, en ne les modifiant quasiment pas. Des objets chargés d'histoire et d'âme, jusqu'à ce que l'assemblage atteigne le stade critique, et que le génie soit obligé d'y migrer, par capillarité spatio-spirituelle. Ce terme fait hyper futuriste ou savant pour quelqu'un qui va pas à l'école de magie et tout. C'est un peu étrange. Je dois me focaliser sur le vrai Trois-Portlands, celui d'autrefois, celui qu'on a connu, ma petite sœur et moi. Pas cette espèce de parodie magico-technologique bâtarde et mutilée qui a émergé au cours du siècle actuel. Non. Il me faut le vrai visage de la ville et je vais le lui arracher. Et la maison arrêtera enfin de bouger. Et tout pourra redevenir comme avant. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Tellement de choses du véritable Trois-Portlands ont déjà été englouties par la périphérie que j'ai l'impression de construire un château de sable pour arrêter la marée. Mais je suis très patient, ma pelle est solide et j'ai beaucoup de sable. C'est marrant parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est presque immature. Enfin, il y a quelque chose d'un peu immature, je trouve, d'un petit peu rêveur, utopiste, dans cette volonté de se dire je vais faire quelque chose de parfait, alors que la perfection n'existe pas, pour y enfermer l'âme de la ville. Et du coup, d'utiliser la métaphore d'un château de sable, qui est quelque chose que construisent les enfants, est très adapté. Comme s'il avait lui-même conscient qu'en fait, c'est un rêve de gosse. J'ai enfin trouvé quelque chose de satisfaisant pour commencer à assembler toute la colonne vertébrale, segment après segment. J'ai sacrifié ce qui restait du dernier montant de la balançoire devant l'endroit où se trouvait l'ancienne maison des voisins d'en face. On passait des heures dessus avec Fern. Parfois on se balançait à l'envers, et on regardait le ciel multicolore, et on prétendait que c'était un océan, et que si on lâchait les chaînes, on allait tomber dedans. La virgule après le « et », en français ça ne se fait pas trop. Après pour le rythme ici, bon, ça passe. Une fois, grand-mère me poussait sur la balançoire, quand elle pouvait encore marcher, et elle trouvait que j'étais plus lourd que d'habitude. Je lui ai bien dit que j'avais les poches pleines de cailloux, parce que j'en avais ramassé sur un chemin que j'aimais bien. Elle a répondu que je méritais bien mon nom, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a ri, et elle m'a expliqué qu'Elfstan, c'était une vieille façon
de parler d'une pierre magique, et que j'étais sa petite pierre à elle. Plus tard, j'ai pensé au ricochet qu'on faisait avec les cailloux, et j'ai eu l'impression qu'elle me voyait comme un petit objet dans sa poche, qu'elle espérait voir aller très loin. Avant-hier, j'ai volé une des chaises de la salle de conférence de l'université, où Fern m'avait traîné une fois. Le cuir du dossier est de très bonne qualité, et le bois a cet aspect qu'on ne sent que sur celui qui a été manipulé par des centaines de mains pendant des siècles. Aucun vernis, aucun ponçage au monde ne saurait achever un effet pareil. C'est une patine. Des morceaux d'âme comme incrustés entre les veines de la matière, du sable dans le lit d'un ruisseau. Ça sera parfait pour une partie de la charpente. Je me demande s'il sera nécessaire de prendre quoi que ce soit d'autre là-bas, mais j'ai encore du temps. Seul le mur le plus proche de la frontière extérieure a été absorbé, et ça n'avance que d'1 mètre par an. Même en modifiant très peu chaque objet, l'assemblage est long, fastidieux et terriblement ardu. Certains objets s'accrochent les uns aux autres comme des tiques à un cerf, d'autres se repoussent désespérément, et je dois sans cesse modifier et adapter mes schémas, tant il est impossible de prévoir le caractère de chaque élément. Je n'ai jamais eu autant de cales sur les mains. En pensée, je me réfugie dans la rue de Jadis. Je lève les yeux en rentrant le soir avec mon vélo de souvenir, et il y a de la lumière à la fenêtre de la chambre de ma grand-mère. Des papillons de nuit s'y agglutinent. C'est toujours sa maison, elle est toujours en vie, et les freins rouillés du vélo grincent dans l'allée qui me ramène vers elle. Aucune photographie ne vaut la réalité, presque insupportable des souvenirs. Oh, nous vivions déjà dans l'opprobre général, mais c'était une honte vivante, celle dans laquelle on peut encore se réfugier comme un clochard se réfugie dans une capeline trouée en s'y sentant chez lui. La rue a cessé d'être une rue lorsque l'étrange crépitement de l'oubli a commencé à la dévorer. Même la honte est devenue froide, une fois le puits du mépris des autres tari. Il fallait partir, me dit Fern. Il ne reste plus rien ici, il ne reste que la mort. Mais tant qu'il reste la mort, rien n'est encore tombé dans l'oubli. Montmartre semble triste, elle est liée à son mort, Johannes. En tout cas, c'est ce que je ressens en lisant ça. Mon expédition au vieux phare n'a pas livré les pièces que j'espérais. Parfois, lorsque j'essayais d'écouter leur langage, ce ne sont pas les objets que j'attendais qui s'expriment. Et oh, que les hôtes de mouettes mortes entre les pierres parlaient fort. Et il y en a tant et tant. Elles parlent des vagues, elles parlent de vengeance. Ma besace cliquetait comme une boîte à musique sur le chemin du retour. Quand je suis entré, le stupide chien de ma sœur m'a aboyé dessus, a essayé de mordre mes chevilles nues, comme s'il avait l'audace de croire que j'étais un étranger dans ma propre maison. Et Fern a vu les os de mouette et elle s'est mise à hurler. Ce que je fabrique, qu'elle m'a dit, ça n'est pas 3 Portlands, ni même une version allégorique fantasmée de 3 Portlands. C'est quelque chose qui n'a jamais existé que dans ma tête, quelque chose que j'ai construit artificiellement sur des fondations de légende, avec des os de souvenirs, et qu'on ne peut pas ramener, et on ne peut pas ramener quelque chose qui n'a jamais existé ailleurs que dans une tête. Et elle refuse, a-t-elle crié, de passer le restant de ses jours emprisonnée au milieu de vieux morceaux de charpente, de toiles d'araignée et de débris d'eau. Je lui ai dit parfait, d'accord, va-t'en puisque c'est ça. Et elle s'est laissée tomber sur le fauteuil en velours de ma grand-mère, et un nuage de poussière et d'écailles d'ailes de mythe s'est élevé. Il y a beaucoup de virgules avec des « et ». Beaucoup. Elle est restée là, me regarder en silence, inventorier les os de mouette. Elle est restée là, me regarder inventorier les os de mouette en silence, classant indistinctement ceux qui voulaient rejoindre l'assemblage pour les mettre de côté. Au bout d'un long moment, elle m'a demandé si c'est vraiment ce que je voulais faire de ma vie, si je n'avais pas envie de vivre pour moi-même, de devenir quelqu'un. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de devenir quelqu'un, puisque j'étais déjà un Marley, et que ce que je faisais était destiné à faire, et que je faisais ce que j'étais destiné à faire depuis ma conception. Elle m'a regardé sans comprendre, comme si j'avais une vie qui m'appartienne, comme si j'avais eu un jour le choix. Elle est ressortie sans rien dire, en emportant son fichu chien. Je viens de retrouver ce cahier dans un pot poussiéreux. Je suis certain que c'est encore un coup de Fern, ou de moi, ou peut-être qu'il voulait aller là, comme ces objets qui s'attirent spirituellement dans l'assemblage. On mettait des bouquets de fleurs séchées à cet endroit avant. Maintenant le pot est terni. Il y a un scarabée mort au fond et il est couvert de toiles d'araignée. Si seulement elles faisaient leur travail. Il y a un insecte quelque part dans l'atelier. J'ignore où exactement, mais je l'entends parfois se poser sur un des schémas accrochés au mur, avec un bruit similaire à celui d'une goutte tombant dans un évier. C'est tout aussi exaspérant.
L'air est rempli de particules qui dansent dans la lumière dorée, celles qui arrivent encore à filtrer par les espaces entre les plans sur les fenêtres. Parfois, je m'absorbe dans leur contemplation pendant plusieurs minutes. J'ai du mal à me concentrer. Il paraît qu'il n'y a aucune maison vraiment hantée. Juste des maisons où tellement de choses se sont passées qu'elles acquièrent leur propre identité. Et parfois, elles vous aiment. Et parfois, elles vous haïssent. Peut-être que j'ai tant aimé cette maison qu'elle commence à me haïr. Je ne sais pas si la maison elle-même a un génie du lieu comme mon père le soupçonnait. Si c'est le cas, je dois faire très attention à ne pas le capturer à la place de celui de la ville, parce que je n'aurai aucun moyen de le faire sortir et pas de seconde chance. C'est juste 4 murs remplis de vieilleries qu'elle me dit Fern. Et je pourrais juste aller dans une autre maison, et même y emporter toutes les vieilleries si je le voulais, que ça n'aurait plus aucun sens. Je lui ai dit que ce ne serait plus la maison des Marley, et quand elle a insisté, je lui ai demandé ce que ça lui ferait si on prenait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de son chien et qu'on le mettait dans un autre chien. Elle m'a giflé. Elle ne comprend vraiment rien. Le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée. La réserve du vieux théâtre a livré toutes sortes de choses exploitables. Mais j'ai choisi un morceau de l'ancien rideau, celui qu'il y avait à l'époque où on allait encore assister à des représentations avec les grands-parents. On n'y est plus jamais retourné, quand ils ont commencé à utiliser des robots et les labos Prometheus comme machinistes. Mais au fond, je sais bien que c'est parce qu'ils n'avaient plus du tout d'argent. Pour moi, les robots, ça fait plus Anderson que Prometheus, mais enfin. J'ai découpé les rideaux en lanières, et elles s'enroulent à la perfection autour de la rampe prise au grand hôtel, comme des muscles autour d'une jambe squelettique. Quand on s'aventure suffisamment loin dans cet art, la frontière entre l'animé et l'inanimé devient perméable. Il n'en reste plus qu'à passer le bras à travers et à toucher la moelle du réel. Au fond, j'ai toujours été un objet de plus dans cette ville, dans cette maison. Mais un objet peut faire beaucoup de dégâts une fois lancé assez fort. Regarde ton caillou magique, grand-mère. Regarde-le bien. Regarde-le rebondir encore et encore à la surface, avant de disparaître et d'emporter toute l'eau avec lui au lieu de couler. C'est bien écrit. Hein. C'est bien écrit, ok, on est pas loin d'avoir fini. Le cahier était enfermé dans la cage thoracique d'un des animaux empaillés que j'ai vidé l'autre jour. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas écrit. Le crayon pèse lourd et le cahier est comme mort entre mes mains. Un instant, j'ai eu peur qu'il me morde. Les bêtes mortes ont toujours des dents. Les murs ont des oreilles et les portes ont des yeux. Les objets sont sincères. Seuls les êtres vivants mentent. Et l'homme que tu connais te trahit. Tu demandes où sont tes cheveux au réveil. Et je ne sais pas. Bon sang, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont dans les câbles qui relient les éléments du bras gauche parce que le suaire que j'ai déchiré l'autre jour n'avait pas les filaments assez conducteurs. Je crois qu'ils venaient d'une des tombes que j'ai vidées dans la ceinture extérieure, celle qui avait une statue sans tête. Une statue sans tête ? Tiens. Dans le suaire, il y avait seulement une pierre percée et un crâne d'oiseau, niché dans le tissu comme un cœur dans un humain. Les lichens sur la statue, c'était les mêmes que les murs du conservatoire. Il n'y a pas que les lichens qui ont baigné dans la magie pour former ce genre de motif. Il n'y a que des lichens qui ont baigné dans la magie pour former ce genre de motif. Tout est relié ici, tu ne vois pas ? Tout est relié ensemble comme par des fils de tapisserie. Je dis ça et tu dis que je suis l'araignée au milieu. Et quand j'ai arrêté de te parler, j'étais assis sous l'escalier, là où j'allais quand on me giflait, là où mon père n'arrivait jamais à me trouver. Et le mur crépite. Il crépite si fort que je le sens sous ma langue. Est-ce qu'une maison peut souffrir ? Est-ce qu'un objet peut souffrir ? Sous l'escalier comme Harry Potter. Je sais pas si c'est la référence, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Le bras gauche fonctionne et chaque pièce glisse comme les grenouilles entre mes doigts quand je jouais dans le ruisseau. Ma petite sœur venait poser une couronne de fleurs sur ma tête et riait. Et jeter ça dans le courant parce que c'était des choses de filles et qu'il fallait que j'aie l'air d'un homme comme papa. Et puis elle pleurait. J'ai l'impression de faire la même chose aujourd'hui. Mais le cheveu, c'est comme les fleurs sur la colline, ça finit toujours par repousser. Je ne peux pas faire repousser une maison. Je ne peux que vivre dans cette honte infâme, en attendant de revoir la lumière, ou le salut, ou la vengeance. Quand on est au fond d'un abîme, et qu'on est cerné par la mort et la décomposition, on prend ce qui vient, que ce soit un flambeau, un couteau ou une corde. Les trois peuvent vous sauver ou vous tuer, mais bon sang,
Vous allez les attraper. Vous allez les attraper si fort que vos mains en seront incrustées. J'ai incrusté les fragments de mosaïque de la place Prométhéeus dans le troisième visage qui prend à peu près forme. Je crois que j'utiliserai ce vitrail cassé que j'ai récupéré dans l'église des Scilly pour les yeux. Si le génie du lieu est piégé dans ce corps, autant lui donner la plus belle fenêtre sur le monde extérieur, pas vrai? Je me suis fait mal sur le verre et j'ai essuyé sur le bois prévu pour le bras droit à un endroit qui n'était pas aussi poli que le reste. Il a bu comme un ivrogne tombé dans un tonneau. Ma tête tourne. Il faudrait une pièce un peu bombée pour servir de charnière au cou. Mais si j'entaille une artificielle, le piège ne sera pas fatal au génie. Mais tout sera bientôt parfait. Oui, tout sera parfait. Je ne peux pas réutiliser ce fragment d'une boule de rampe d'escalier de la mairie. J'ai failli me faire prendre la dernière fois. Je ne peux pas me le permettre. Pas si proche du but. Je le sens. Je sens le génie de la ville faiblir de jour en jour. Il bouillonne sous la peau de pierre et de bois. Et il ressent l'appel de ma création. Bientôt, il ne pourra plus l'ignorer. Et elle viendra s'y encastrer à son tour. Mais il me faut cette fameuse pièce bombée un peu plate. Un peu triangulaire. Fern passe tout son temps dehors maintenant. Elle ne veut même plus entendre parler de la maison, ni de moi. Trois-Portland est immense. Et pourtant, son désir d'exploration y est presque à l'étroit, tant elle connaît déjà chaque recoin. Alors elle s'y attarde davantage dans les parties plus récentes, moins familières. La ville entière est sa maison, qu'elle dit. Et peu lui importe qu'elle continue d'évoluer, en bien ou en mal. La ville, c'est comme les gens, qu'elle dit. Ça change. Ça change tout le temps, et des choses doivent disparaître pour faire de la place pour d'autres. Mais cette maison, c'est pas juste une maison. Cette maison, c'est les Marley, et ils ne peuvent pas disparaître. C'est une chose qui est plus une personne. Plus que plusieurs personnes, et beaucoup plus que moi. Et elle part vers le néant, Fern. Elle part vers le néant, et moi avec, petit bout par petit bout. Est-ce qu'elle sait où est passé son chien? Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose? Est-ce que les objets longtemps aimés sont des personnes? Est-ce que les personnes isolées deviennent des objets? Il me faut cette pièce. Sans ça, la troisième tête ne peut pas tourner. Les personnes sont des... Les personnes sont des objets, les personnes sont des objets, les personnes sont des objets. Les personnes sont des objets! J'ai mal, putain! Les personnes sont des objets! Est-ce qu'un objet peut souffrir? Est-ce qu'un objet peut souffrir, Fern? Est-ce qu'un objet peut encore marcher? Je me servais pas tellement de ce genou, la troisième tête pivote si bien maintenant. Ça fait un peu Shining. On a vraiment une descente dans la folie qui s'est amorcée depuis cette page-là. Putain, quand on surligne, on voit que c'est entassé. C'est... Je ne sais pas quoi en penser. Elle est revenue avec de quoi manger, j'ai voulu lui montrer le réceptacle, mais elle a vu ma jambe et elle allait vomir dehors. Ce qu'elle m'a apporté, c'est un plat d'un des restaurants près du Memorial Park. Le maïs était délicieux avec la sauce. Putain, il n'y a plus de points, il n'y a plus de majuscules. On allait là-bas dans le parc quand on était petit. On faisait voler des cerfs-volants fabriqués par papa et les couleurs du ciel se mélangeaient dedans. Et c'est encore quelque chose que le grand rien de l'extérieur va emporter. La frontière a mangé le pied de l'escalier, je ne peux plus accéder à l'étage. Même en passant de côté, c'est fini. Nos chambres d'enfants étaient là-haut, Fern. On s'allongeait sur les tapis à l'époque où il y en avait encore. Et comme on n'avait pas de télé, on lisait des romans d'aventure et les motifs des tapis devenaient une géographie de rivières et de montagnes et on se perdait dedans. Tu soufflais de la poussière dans mon nez. Et tu riais, et je pensais que tout cela serait éternel, mais les tapis et les planchers qui craquent, et les chambres et même les enfants, ça retourne au néant comme les souvenirs d'un vieillard après la mort. C'est comme grand-père à la fin, il oubliait tout aussi. Je lui tenais la main, il me demandait qui j'étais, et puis il me confondait avec papa, et il me disait comment j'avais eu un beau mariage, et si je pleurais, il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il parlait des choses heureuses. Mais dans sa tête, j'avais déjà cessé d'exister. On passe nos vies à remplir nos têtes de souvenirs, et ensuite on devrait tous les perdre petit à petit. Un par un, c'est tellement injuste. Comme les tuiles du toit qui sont prises une par une dans le crépitement et qui font entrer les feuilles mortes et les papillons de nuit dans le salon du rez-de-chaussée. Ça tombe comme la neige. Il y avait la tête remplie de papillons. On perd nos souvenirs un par un et c'est toute notre vie qui s'efface. Et quand le dernier rapport a disparu, il ne reste plus personne à l'intérieur de la personne. Il ne reste plus qu'un objet honteux dont on se débarrasse dans une boîte et qu'on met sous terre pour ne plus jamais le voir. Comme une maison vide, comme une cage dont les objets sont partis. Mais j'ai bientôt fini, Fern, j'ai bientôt fini. Elle m'a fait un pansement, elle est repartie dans le monde du dehors. Elle est partout dehors et moi je suis nulle part dedans. J'ai fourré toutes les ailes des papillons dans le sac de toile du marché de la place du Piochon. Avant, il y avait du thym éternel dedans, je crois. La toile a la même odeur que les tiroirs avec les vêtements de grand-père.
Ça bat encore à l'intérieur. Maintenant, ça sert de poumon principal à la seconde tête. Il lui en manquait un, et il manquait un lien avec ce marché-là. C'est pour ça que le génie ne me cède toujours pas. Il ne manque que presque rien. Un cheveu de plus ou deux dans la toile. Je teste la tension de mes fils comme l'araignée. La mouche que je veux attraper est un aigle royal à 3 têtes, mais la toile m'a pris tellement d'années. Ses os vont craquer comme du brouhaha mort. Son sang va vernir les boiseries. Ses plumes vont décorer mes murs, les murs de la maison, de notre maison, Fern. Je pense qu'il a manqué une longue pièce courbe pour parachever la cage thoracique. Mais je peux à peine marcher, et même la poussière vibrer autour de mes doigts et me couvre d'écailles d'ailes de papillon. Bon sang, il en reste tellement peu de cette maison, je vais être à court de pièces et tout ce qui reste. Le peu reste tout crépite si fort, si fort. J'ai mal à la poitrine et mes ongles pétillent d'être si proche de la frontière périphérique. Et je ne peux pas changer le pansement tout seul, mais je dois finir. Je suis un escargot piégé par le froid, dans sa coquille qui recule de plus en plus, il reste si peu de la maison. Si peu, je suis presque mort, moi aussi. Mais le printemps arrive, et il sera terrible. Il y a un caillou dans ma chaussure, et il continue d'y rouler même quand j'essaie de l'enlever et de taper le talon. Je ne sais pas pourquoi ça m'obsède plus que tout le reste. J'ai un caillou dans ma mémoire et il y roule demain. Demain il sera toujours là, j'aimerais pouvoir le faire sortir, mais je ne peux plus. Les Elfstan sont des objets. S'il ne reste rien d'autre, c'est que c'est là qu'il faut se servir. J'espère que la lime est assez affûtée. Au moins Adam avait Dieu pour l'aider à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté par terre, mais au réveil, il y avait une pellicule de poussière sur mes paupières et le trou dans ma poitrine était couvert de papillons. Pas moyen de distinguer les paillettes de sang séché des écailles, c'est comme de la sueur, c'est comme des fragments de feuilles mortes. Mais j'ai la pièce et c'est tout ce qui me manquait. C'était tout. Ça a bougé. C'est entré. Ça y est. Quelque chose est entré dans le réceptacle, ça y est. J'ai le génie de la ville, j'ai la maison, j'ai nous, ferme, j'ai tout ce qui reste de nous. Et tout va s'arrêter maintenant, chez nous, va redevenir chez nous. Ça devait s'arrêter. Le nouveau réceptacle du génie est sorti lentement de l'atelier et il s'assit dehors. Mais ça n'arrête pas. J'ai mesuré. La maison continue de s'enfoncer dans la périphérie. Il en reste si peu. Pourtant j'ai le génie pris au piège. Je l'ai, mais rien ne s'arrête. Je me suis rappelé de la ville avec ma béquille et elle est toujours la même. Je ne comprends plus rien. Tout semble normal, tout continue comme avant dans cette espèce de parodie que la ville était. Je crois que mon pansement est infecté et les gens ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Peur d'un caillou boiteux. Je ne comprends plus rien. J'ai vérifié, la maison elle-même n'avait pas d'âme qui aurait pu entrer là-dedans. Rien ne manque, rien. Pourtant il y a bien quelque chose dedans. Non. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je suis... Un objet, un pot vide sans fleurs fanées au bout d'os d'un caillou. Je suis un caillou, même pas un caillou, je suis rien, une pauvre merde. Est-ce que les gens deviennent autre chose lorsqu'on les jette, lorsqu'une pauvre mère les exploite et les casse, et les abandonne dans le fossé comme des objets? Je suis désolé, ferme. Et ben c'était très beau. J'espère que cette petite lecture un peu théâtrale vous aura plu. Ça m'a rappelé mes 13 ans de théâtre. La fin est un peu cryptique. J'ai l'impression qu'en fait, il a enfermé sa sœur dedans. S'il n'y a pas d'âme dans la maison... Oui, je crois qu'en fait, il a enfermé sa sœur. Que, en fait, à force de voyager dans la ville, c'était elle l'âme de la ville. C'était elle et il l'a pas vue. C'est très triste. C'est à peine un rapport. C'est une petite douille. On est quasiment pas sur un rapport, mais c'était très triste et très beau. Bon, quelles sont les contraintes? Ressaisissons-nous un peu. Là, c'est pas écrit. Là, honte totale. Squelette et tannerie, je sais pas ce que ça veut dire. Trop Portland, bien sûr. Classure, ok. Qu'est-ce que c'est squelette et tannerie? Moi, là, en l'état, je vois un mélange, je vois des inspirations, enfin, il y a des choses dans la manière d'être écrite. Ça me fait penser à du Alfred de Musset. Certains passages à la fin très déstructurés me font plus ou moins penser à du Blaise Cendrars. Il y a quelque chose qui relève un peu des spleens de Baudelaire aussi parfois. Une petite inspiration un peu Shining dans la fin. Et évidemment, la figure de Mary Shelley avec Frankenstein est comme une ombre sur ce rapport.
Est-ce que tout ça, ça rentre dans squelette et tannerie? Poussière, crâne, fleurs séchées et animaux empaillés. Ce thème n'est pas inconnu de ceux qui ont vu les films de Caro et Jeunet. Ok, oui. Nous parlons ici de cabinet de curiosité à l'ambiance souvent assez claustrophobe, tantôt inquiétante comme une demeure de psychopathe, tantôt rassurante comme un appartement de grand-mère. Les collections sont souvent compulsives, peut-être d'une chaleur crasseuse ou d'une froideur méthodique, entre papillons épinglés, alors pour ça les papillons, vieux volumes de cuir et pots de verre remplis de trouvailles indéterminées. Pour moi, on est beaucoup plus proche du romantisme. On est beaucoup plus proche du romantisme que de squelette et tannerie, enfin comme genre littéraire. Pour autant, l'esthétique est clairement respectée. Et ben ça part en upvote. C'est un excellent rapport, Dr. Johannes. C'est un excellent rapport. Enfin, c'est un excellent conte. C'est un rapport. Si je devais citer une petite critique négative, je trouve que cette petite histoire que tu nous présentes, un peu de soupçon avec le directeur qui couvre les trucs du chercheur, vient presque parasiter la suite. Enfin, ça a peu de choses à faire là, je trouve. J'ai du mal à concevoir l'intérêt, enfin pas l'intérêt, l'utilité, le but stylistique et littéraire de cette partie-là. Dans le sens où elle vient créer une espèce de complot de trucs cachés et en fait il n'en est rien. En plus du fait que le personnage du directeur, je trouve, est vraiment peu professionnel. Enfin, genre, pour moi, c'est peu justifié, cette espèce d'histoire où il essaye de cacher le truc. On sait pas trop pourquoi, peut-être pour économiser des ressources, parce qu'il voudrait que ce soit un sur et pas un Euclide. Un petit peu la manière de toi qui voulait que ce soit un sur pour ta contrainte. Mais ouais, en fait, cette partie-là est pas ouf, quoi. Cette partie-là est pas terrible. Ces addendums sont vraiment pas. Enfin, ces trucs sont vraiment pas terribles. Surtout, en fait, en remontant, en comparant avec ce que je viens de lire, quoi. Donc, ce serait le seul défaut, mais j'ai passé un excellent moment à le lire. La qualité est indéniable. La honte comme sentiment se fait pleinement ressentir. C'est une émotion qui est très difficile à faire ressentir et là où Macro l'avait fait ressentir, en fait, où on a un peu honte de rire aux blagues du Shark Punching Center, toi tu nous fais vraiment ressentir la honte du personnage dans nos os. Pour moi, ça reste un upvote. Éventuellement, si jamais t'es pris d'une folie de réécriture, peut-être que cette partie-là pourrait se permettre d'être un petit peu moins. Je sais pas comment dire. Éculé, caricatural, peu professionnel, invraisemblable. C'est moins fort que tout ça, c'est que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais voilà. Bon bah sur ce, je vais me chercher de l'eau, prendre un goûter et enregistrer le Gepetto de Holt. Bisous.